Le 3 novembre 2025, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a prêté serment pour son premier mandat élu. La cérémonie ne s'est pas tenue publiquement dans les stades bruyants, où les présidents prêtent habituellement serment. Elle n'a pas eu lieu non plus au palais présidentiel de Tanzanie, qui domine l'océan Indien à Dar es Salaam. Hassan a prêté serment dans la résidence officielle de la Tanzanie, protégée par les forces de sécurité, et une nation soumise à une coupure totale d'Internet. Selon le récit officiel, la présidente Hassan a remporté l'élection nationale mercredi avec près de 98% des voix. Alors qu'en réalité, il n'y a personne en Tanzanie en ce moment que le peuple ordinaire du pays méprise davantage. Actuellement, la Tanzanie est en confinement national. La liberté de mouvement, l'accès à l'information et à Internet ont été étouffés. Selon les dirigeants du pays, des groupes d'étrangers ont récupéré ce qui devait être une transition pacifique du pouvoir. D'après l'opposition politique du pays, interdite de participer à une élection largement jugée factice par le monde entier. Plus de 700 personnes pourraient déjà être mortes, massacrées par les forces de sécurité gouvernementales qui tentent d'imposer la poigne de fer du président Hassan sur la nation. Trop difficile à supporter. Maintenant, si vous avez suivi l'actualité mondiale ces derniers mois, ou si vous avez profité d'un flux régulier de Warfront dans votre consommation médiatique, merci beaucoup. Alors vous êtes certainement au courant de la vague de manifestations menées par la jeunesse qui déferle à travers le monde. Désabusés et méfiants envers leurs dirigeants, des centaines de milliers de jeunes sont descendus dans la rue. Le tristement célèbre Jolly Roger de la série animée One Piece est soutenu par les syndicats, les militants des droits civiques et d'autres membres mécontents de leurs sociétés respectives. Au Népal et à Madagascar, ces mouvements ont déjà renversé des gouvernements, mais les conséquences ont ensuite varié. Au Kenya, Indonésie, Maroc, Pérou, etc. Elles ont constitué une tentative historique de résister aux dirigeants qui s'engagent discrètement sur la voie du pouvoir absolu à travers le monde. Leur but principal reste de démontrer à leurs dirigeants que la corruption et l'abus de pouvoir généralisé ne seront plus acceptés, comme à l'approche de leurs élections fin octobre. Les élites tanzaniennes suivaient l'actualité avec une peur vive et fondée d'être les prochaines concernées. L'actuelle dirigeante de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, âgée de 65 ans, est arrivée au pouvoir en 2021 après avoir été vice-présidente de son prédécesseur jusqu'à sa mort en fonction. Son prédécesseur, John Magufuli, se disait défenseur de la lutte anticorruption, mais en réalité il a dirigé pendant environ 5 ans et demi, rendant la Tanzanie bien plus autocratique. Alors que la corruption était maîtrisée dans le but exprès d'amener les entreprises et les responsables corrompus à mieux s'aligner sur les intérêts du président corrompu lui-même. À sa mort, Hassan a repris son flambeau à plus d'un titre. D'abord vu comme une alternative plus démocratique et raisonnable, il est vite apparu qu'on s'était trompé à son sujet. En réalité, Hassan était plus astucieux, rusé et habile politiquement que son prédécesseur. Au lieu de stopper la répression de l'État, elle l'a intensifiée, tout en supprimant des mesures répressives impopulaires mais inefficaces, comme l'interdiction de certains journaux ou rassemblements politiques. Elle a renforcé la répression. Ça a vraiment fait le travail. Cela incluait la disparition forcée croissante des opposants et, à l'approche des élections de 2025, l'interdiction totale de l'opposition politique. La crise actuelle en Tanzanie avait été anticipée par les experts internationaux. En avril, l'analyste africaine Michel Gavin écrivait, je cite, « un cheveu ». La Tanzanie paraît s'orienter vers une élection à l'issue déjà fixée et manipulée. Dès avril, la présidente Hassan, toujours prévoyante, avait déjà fait arrêter sa principale rivale politique et l'avait accusée de trahison. Il s'appelle Tundu Lissu, ancien parlementaire et chef du principal parti d'opposition, Chadema. Depuis son arrestation et sa disqualification de la présidentielle en avril, il est constamment détenu par l'État. En avril, le parti Chadema a été interdit de présenter un candidat à la présidence pour avoir refusé de signer un engagement à respecter la décision finale de la commission électorale de Tanzanie. Un organisme réputé très corrompu, agissant selon les ordres de l'establishment politique. Selon les médias africains de l'époque, si l'interdiction du Chadema persistait, la présidente Samia Suluhu Hassan et le Chama Mapinduzi se présenteraient quasiment sans opposition en octobre. Fin de citation. Mais même cela n'était pas le début de la campagne de répression de Hassan. Elle a mené un essai local en 2024, a indiqué Saïd Oyem Nieko de Human Rights Watch, lors de l'arrestation de l'issue avant les élections locales de novembre. 2024,
Le gouvernement de la présidente Suluhu, arrivé après la mort de Magufuli en 2021, a arbitrairement arrêté des centaines de partisans de Chadema, restreint les réseaux sociaux et interdit les médias indépendants. Les autorités ont participé à l'enlèvement et à l'exécution extrajudiciaire d'au moins 8 critiques du gouvernement, et Chadema, avec des milliers de ses candidats, ont été exclus. Ainsi, au cours des derniers mois en Tanzanie, Hassan et ses alliés ont peut-être cru qu'ils étaient sur la voie d'une réélection facile et sans accroc, dans des conditions illégales mais nécessaires pour garantir le bon déroulement du vote. Des dirigeants et militants de l'opposition ont été enlevés, battus et parfois torturés. Pendant ce temps, les forces de l'ordre national accusaient ces mêmes personnes d'avoir orchestré leurs propres faux enlèvements afin de saper le gouvernement. Ce qui semble probable, n'est-ce pas ? Un autre candidat de l'opposition en vue, Lahaga Mapina de l'Alliance pour le changement et la transparence, a été exclu de la nomination du parti, tandis que les médias tanzaniens étaient lentement mais sûrement mis au pas. Les rassemblements politiques ont été confrontés à des interdictions et à la violence policière, l'accès aux réseaux sociaux a été restreint, voire même bloqué. Et les citoyens de l'île semi-autonome de Zanzibar, connus pour leur volonté de soutenir l'opposition, ont été empêchés de s'inscrire comme électeurs. Les membres du parti Chadema, venus au procès de leur chef, ont été harcelés, détenus et souvent violentés par les forces de l'ordre. Hassan a épuré l'infrastructure parlementaire et partisane de son parti des acteurs jugés déloyaux, garantissant ainsi l'absence de menaces internes ou externes à sa réélection. Qu'ils ont remporté à chaque élection depuis que la Tanzanie a introduit un système politique multipartite en 1992, comme l'a expliqué le Armed Conflict Location and Event Data Project 2 semaines avant l'élection du pays. Je cite. La présidente Samia Suluhu Hassan et le Chama Mapinduzi n'auront aucune opposition significative aux élections générales du 29 octobre en Tanzanie, assurant la continuité du parti au pouvoir depuis 1961, même si l'opinion publique en Tanzanie ne soutenait pas vraiment la présidente Hassan. La présidente et ses alliés pouvaient regarder autour d'eux, vers le reste de l'Afrique, et conclure que les conditions étaient probablement favorables pour qu'ils conservent le pouvoir par tous les moyens nécessaires. Les mouvements de jeunesse au Kenya, au Togo et au Maroc n'ont pas encore donné les résultats que les manifestants espéraient. Et même si la jeunesse de Madagascar a réussi à renverser la direction du pays, il s'agissait d'une victoire très circonstancielle qui s'est rapidement transformée en coup d'État militaire. Dans les semaines précédant les élections en Tanzanie, l'Afrique a connu plusieurs autres scrutins dans des circonstances similaires à celles de la Tanzanie. Ce qui laisse penser que Hassan pourrait s'en sortir. Au Cameroun, Paul Biya, 92 ans, décroche un 8e mandat d'affilée et prolonge ses 43 ans de pouvoir malgré la forte indignation publique. Bien que le Cameroun traverse sa propre crise, les manifestations n'ont pas encore mis fin au règne de Biya. Ou du moins pas au moment où nous écrivons ces lignes. Cela peut changer. Ensuite, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, a été réélu pour un 4e mandat quelques jours avant l'élection en Tanzanie, dans ce qui était essentiellement une élection à candidat unique. Avec des signes clairs que les protestations de la génération Z en Afrique ne provoquaient pas de changement de régime régulier, Hassan et ses alliés observaient un paysage globalement favorable. L'Union africaine est inefficace et dominée par des dirigeants conservant le pouvoir de façon similaire. L'Europe hésite désormais à s'impliquer en Afrique sans invitation, et les États-Unis, sous leur direction actuelle, ne s'intéressent pas à une telle élection. D'autres puissances en Afrique, telles que la Chine, la Russie et les Émirats arabes unis, s'en moquent totalement. Pour Hassan et ses alliés, il semblait que les événements du 29 octobre allaient se dérouler comme prévu, et que même s'il y avait de la dissidence, la puissante autocratie de la Tanzanie serait capable de l'écraser. Ce n'est qu'après les événements du jour de l'élection que ces mêmes dirigeants ont commencé à réaliser à quel point ils s'étaient trompés. Soulèvement. Maintenant, dans la plupart des cas, à travers le monde moderne, lorsqu'une élection nationale est entachée de violence et d'attaques contre les bureaux de vote. Beaucoup dans le monde condamnent toute ingérence dans un processus libre et démocratique. Mais quand un parti unique contrôle les élections nationales et a supprimé toute possibilité de vote libre ou équitable, eh bien il suffit de dire que la réaction mondiale pourrait être un peu différente. C'était le cas lors du jour des élections en Tanzanie en 2025, lorsque, au lieu de se rendre dans les bureaux de vote comme on leur avait dit, les citoyens tanzaniens et surtout la jeunesse du pays sont descendus massivement dans les rues. Des foules de milliers de manifestants ont défilé dans la capitale. Des manifestations parallèles ont éclaté dans des villes et des villages, à travers tout le pays et partout ailleurs. Le message était le même. L'élection n'est pas libre, l'élection n'est pas équitable et l'élection ne sera pas respectée.
Dans certaines régions, les marches ont dégénéré en vandalisme dans des bureaux de vote où la participation était très faible, surtout parmi la partie la plus jeune de la population. Dans d'autres zones, les manifestations ont dégénéré en violence. Dans la plus grande ville du pays, Dar es Salaam, des manifestants ont incendié un bus et une station-service. L'armée a quitté ses bases pour intervenir dans les rues du pays. Alors que les manifestants érigèrent des barricades, allumèrent des feux et détruisèrent des images du président Hassan partout où ils en trouvaient. Cette nuit-là, la Tanzanie a presque sombré dans l'obscurité et est entrée dans son état actuel. Cette nuit-là, le gouvernement a imposé un couvre-feu strict, autorisant l'armée et la police à évacuer les rues. Simultanément, l'accès à Internet a été coupé dans tout le pays, affectant toutes les communautés et limitant même l'usage des VPN. À l'international, les observateurs ayant de la famille, des amis ou d'autres liens en Tanzanie pouvaient entendre directement ces personnes, bien que de manière limitée. Et les Tanzaniens ont commencé à communiquer en utilisant une application de radio bidirectionnelle appelée Zello, ce qui a également permis de communiquer avec d'autres utilisateurs de l'application à l'extérieur du pays. Mais pour la plupart, le pays était essentiellement coupé de l'espace d'information mondial et, d'après ce que nous pouvons constater depuis l'extérieur, du reste du monde. C'est à peu près à ce moment-là que les tirs ont commencé, pendant la nuit, de mercredi à jeudi, et l'escalade s'est poursuivie pendant la journée. Des rapports de Tanzanie signalent que les forces gouvernementales ont pris des mesures répressives plus sévères contre les manifestants. Nous savons au moins que les manifestants ont mené de grandes batailles mobiles avec la police et l'armée à Dar es Salaam, Dodoma et d'autres endroits. Les routes ont été fermées pour limiter les déplacements des manifestants, et la police a utilisé des gaz lacrymogènes et tiré des armes à feu dans de nombreux endroits, sans qu'il soit toujours clair s'il s'agissait de balles réelles ou en caoutchouc. Les fonctionnaires en ont reçu l'ordre de travailler depuis chez eux. La confirmation a filtré que plusieurs personnes avaient été tuées. Des sources médicales ont informé la presse internationale d'un afflux massif de blessés dans les hôpitaux. Ce jour-là, les manifestations ont augmenté à mesure que les premiers résultats révélaient sur les intentions du gouvernement. Dans ces premiers chiffres, y compris dans des bastions de l'opposition comme Zanzibar, la présidente Hassan était annoncée comme ayant reçu entre 90 et 95% des voix. Et dans certains endroits, c'était même plus. Au lieu de donner ne serait-ce qu'une apparence de reconnaissance du mécontentement populaire à travers la Tanzanie, en disant que, vous savez, peut-être 20 ou 30% de la population avait décidé de ne pas voter pour elle. Hassan et ses alliés avaient fait un choix opposé. Ils ont revendiqué des marges manifestement fausses, malgré le boycott des élections qu'ils ont nié, affirmant un taux de participation de 87%. En essence, c'était un défi direct au mouvement de protestation grandissant. Soit risquer sa vie dans la rue pour peu de chances de succès, soit trouver un moyen de s'adapter. Les résultats officiels jeudi et jusqu'à vendredi, alors que le gouvernement attendait la publication du décompte final des voix, totalisaient non. Le mouvement de protestation en Tanzanie a clairement ignoré les souhaits de Hassan. Mais selon des rapports de personnes ayant accès à des informations provenant de l'intérieur du pays, un nombre croissant de manifestants avaient déjà payé de leur vie. Écrire sur des œufs. L'ex-ministre zimbabwéen et avocat des droits de l'homme David Coltart est cité s'appuyant sur des universitaires recevant des informations fiables du terrain. Un bilan qui s'élevait à des centaines de morts jeudi, le 30 octobre selon la Cour. 81 morts dans la région côtière de Poani, 35 morts, dans la région d'Arusha, 25 morts, ou plus dans la région de Mabea, et plus de 2 douzaines d'autres morts à travers le pays. Encore une fois, cela se passe seulement un jour après l'élection elle-même. Par endroits, les manifestants ont prouvé qu'ils pouvaient renforcer les barrages. À l'aéroport international du Kilimandjaro, des milliers de personnes ont envahi le tarmac, faisant fuir la police tandis que l'armée observait à distance. Un hélicoptère survolant la State House tanzanienne aurait transporté Hassan elle-même, l'emmenant vers un lieu sûr car elle n'était plus en sécurité aussi près du public. Samedi, le parti d'opposition Chadima a déclaré à l'agence France Presse avoir recensé au moins 800 morts dans tout le pays, sans accès à Internet. Et tant que l'accès ne sera pas rétabli, ces affirmations seront extrêmement difficiles à vérifier. À moins que des enquêteurs indépendants ne soient autorisés à entrer en Tanzanie, les chances que cela se produise pendant que Hassan fait face à des accusations sont, pratiquement inexistantes. Au fil du week-end, des rumeurs se sont répandues depuis la Tanzanie selon lesquelles les forces de l'ordre du pays profitaient pleinement des coupures d'Internet qui se poursuivaient. Pour suivre les manifestants et opposants susceptibles de détenir des vidéos montrant la répression de l'État, les villes sont restées confinées tout le week-end.
Les écoles, les transports publics et les services gouvernementaux ont été fermés le lundi suivant, le 3 novembre, et la police s'était déployée dans toutes les grandes villes. À ce moment-là, ils arrêtaient souvent les piétons et contrôlaient leurs sacs. À Zanzibar, des journalistes de l'agence France Presse ont aperçu des hommes armés et masqués, sans insigne ni identification. Des groupes de défense des droits au Kenya ont diffusé des images de cadavres dans les rues d'antan de Tanzanie, tandis que les dirigeants, militaires et gouvernementaux ont qualifié les manifestants de criminels et promis des représailles. Alors que des allégations circulaient selon lesquelles le propre fils du président aurait joué un rôle de premier plan dans les disparitions, la répression et en particulier la torture infligée aux Tanzaniens ordinaires. Le chef de l'opposition, Tundu Lissu, est resté en prison et d'après son avocat, il avait été isolé avant le cycle électoral. À l'heure actuelle, compte tenu de la situation générale, nous devons malheureusement préciser que la sécurité physique de Lissu ne pouvait vraiment pas être garantie. La vie continue. Nous rédigeons à l'aube, heure locale, à Dar es Salaam, ce mardi de novembre. La 4e présidente Hassan a déjà commencé ce qui devrait être son premier mandat complet en tant qu'élu. Même si le terme « élu » est plus un euphémisme qu'une véritable description. Ici, son pays subit toujours une coupure totale d'Internet. Les confinements persistent et il est impossible d'estimer le nombre réel de morts. Ne vous y trompez pas, la Tanzanie traverse actuellement une dissimulation et une répression violente. Plus la coupure d'informations dure, plus elle risque de durer. Nous pouvons nous y attendre. Le gouvernement Hassan pourchasse les opposants, fait disparaître les leaders de l'opposition et détruit ou efface les preuves que leurs agents se livraient à des actes répréhensibles. Dans ses propres déclarations publiques après avoir prêté serment, Hassan a insisté à la télévision d'État, citant « La vie doit continuer ». Notre responsabilité, c'est d'améliorer aujourd'hui par rapport à hier. Je vous prie de continuer à protéger nos valeurs d'unité et de collaboration. Son auditoire, composé surtout de dignitaires africains, incluait les présidents de la Somalie, du Mozambique, de la Zambie et du Burundi. Bien sûr, cette situation signifie qu'il y a plus de questions ouvertes que de réponses. La question principale reste claire, le mouvement de protestation en Tanzanie peut-il gagner ? Ou pour le dire autrement, même si c'est de façon plus décourageante, le mouvement de protestation en Tanzanie a-t-il déjà perdu ? Bien que la nature de la coupure nationale et des confinements rendent très difficile de savoir dans quelle direction le vent souffle, nous pensons qu'il est important de souligner une réalité difficile pour le régime San. La répression à l'échelle à laquelle il se serait enlivré peut être vraiment difficile à dissimuler, surtout dans des endroits comme la Tanzanie où les smartphones et autres petits appareils capables de capturer des vidéos et d'enregistrer de l'audio sont largement disponibles. Même si la majorité des photos et vidéos ne sont pas encore apparues, il est probable qu'elles soient prises actuellement. Un mouvement de résistance organisé et proactif saura utiliser les outils numériques et physiques pour préserver une partie des preuves. Actuellement, l'efficacité de la dissimulation en Tanzanie se résume à empêcher ou non une clé USB de quitter le pays, dans une enveloppe non marquée glissée dans la veste usée d'une personne discrète conduisant une voiture ordinaire à la frontière. Quand l'accès à Internet sera rétabli, ce qui arrivera forcément un jour, le défi sera encore plus grand. La Tanzanie peut être capable d'imposer des coupures, mais elle ne dispose pas des capacités de surveillance en ligne d'un pays comme la Chine et ne peut pas instaurer un environnement Internet verrouillé comme Pékin a pu le faire. La Tanzanie n'est pas non plus un endroit où les gens disparaissent, simplement sans que personne n'en parle jamais. La Tanzanie est un pays bien connecté, qui connaît un développement rapide depuis des décennies, et c'est un endroit où le souvenir de jours meilleurs est encore très récent, ainsi que des exemples nationaux et internationaux sur la gestion d'une telle situation. Les militants tanzaniens ont étudié les leçons du Kenya, de Madagascar, mais aussi de pays comme la Serbie, le Bangladesh, le Népal, l'Indonésie et d'autres. Certaines situations rappellent les problèmes actuels de la Tanzanie. Franchement, les autorités tanzaniennes peuvent faire disparaître, torturer et tuer des personnes, puis se débarrasser de leur corps sans confirmation. Mais ce que la Tanzanie ne peut pas faire, c'est faire oublier aux Tanzaniens. Une campagne de disparition systématique, comme celle-ci, si elle était appliquée à une communauté rurale isolée sans véritable lien avec le monde extérieur, pourrait être facilement dissimulée. Mais la Tanzanie n'est pas ce type d'environnement. Même si le gouvernement national traquait chaque trace numérique de sa répression violente au cours de ces derniers jours et les effaçait toutes de l'existence. Il devrait affronter une nation de 68 millions de personnes conscientes de la situation. La présidente Hassan peut faire disparaître ceux qui causent le plus de problèmes, mais elle ne peut pas tous les faire disparaître.
Le reste du monde doit attendre de voir ce qui se passera à la fin de cette coupure de courant. C'est une situation étrange de nos jours que, lorsque l'accès à Internet sera rétabli et que les informations recommenceront à affluer, nous n'avons vraiment aucune idée de ce que nous découvrirons. Les coupures de courant pourraient déboucher sur une résistance victorieuse annonçant son succès, ou sur une prise de pouvoir militaire et un transfert unilatéral du pouvoir. Hassan et ses alliés pourraient ne rétablir la Tanzanie qu'une fois sûrs d'avoir exploré toutes les pistes et affirmer un contrôle durable sur la nation. Ou cela pourrait aussi se produire dans d'autres contextes avec ses propres conséquences sur la suite. Lorsque le voile sera levé, le monde découvrira au moins une partie de la véritable histoire. Cela pourrait montrer que l'opposition tanzanienne a exagéré la répression, ou au contraire que ce n'était qu'une petite partie de la gravité réelle des abus. Dans tous les cas, il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant que d'attendre et de voir quelle version de la Tanzanie émergera lorsque le camouflage de la présidente Hassan prendra fin. Merci d'avoir regardé.